Une nouvelle semaine s'achève sur les marchés qui avaient plutôt bien commencé avec le portefeuille qui avait atteint de nouveaux all-time high sur la milieu de semaine pour finalement rebaisser un petit peu et là finir la semaine à moins 0,30%. Donc ça continue son chemin. De toute façon, c'est du long terme. Donc on n'est pas en positif forcément toutes les semaines. On a eu quand même une belle semaine globalement sur les actions où AMD a fait une grosse performance. On a Intel aussi qui a très très bien performé. Texas aussi a bien performé, disons. Tesla un petit peu moins. Amazon a bien tiré aussi pour les géants de la tech et Nvidia aussi. Donc on a globalement une bonne semaine sur la bourse, un petit peu en fonction de ce que vous allez avoir dans votre portefeuille. Certains secteurs comme la finance n'ont pas très bien performé pour cause on a eu pas mal de earnings. Donc dans cette vidéo, on va parler des earnings de MSCI. On va surtout parler des earnings de boîtes que je suis un petit peu. Donc on va surtout parler de MSCI Now, ServiceNow. Et on va regarder rapidement les earnings de Tesla, de Medpace, de SAP. Ce n'est pas des boîtes que je suis de très proche, mais on va y passer dessus parce que ça peut être intéressant. Je sais que c'est des boîtes que j'entends régulièrement dans les commentaires, enfin que je vois régulièrement dans les commentaires de la vidéo, qui pourraient être intéressants. On va parler de FICO qui a eu une journée, une semaine, pas terrible, moins 5%, mais une journée, boum, moins 16%. Mais c'est même pas en une journée, c'est, je crois, 2 heures avant la fermeture des marchés, ça perd moins 16%, ça remonte quasiment instantanément et là ça a perdu 16 pour reprendre quasiment 14-15% depuis la baisse sur les 2 jours qui ont suivi. Donc on va parler de ça, on va parler également un peu plus en détail de FICO, on va parler alors FICO ici, de nouveaux partenariats entre AWS et Meta, de ce que ça implique. On parlera également de Charlie Bilello qui a publié une recherche sur la valorisation du S&P 500 et la performance que ça engendre à chaque fois que les valorisations ont été à ces niveaux. Il y aura pas mal de choses intéressantes à se mettre sous la dent par rapport à ça. Donc on va commencer par les earnings de MSCI, qui est une boîte que je suis de très très près et qui sont particulièrement intéressants. Dans les résultats, on a une croissance organique des revenus de 13% sur l'année, ce qui est exceptionnel. Croissance des bénéfices nets par action de 13,8%, donc ils ont amélioré les marges. Croissance de l'EBITDA ajusté de 18,8%. Taux de revenus annualisé, croissance de 13%, propulsé par un run rate record de 872 millions, plus 25%. Les abonnements récurrents, plus 9%. Taux de rétention, 95,4% sur l'ensemble des produits. Donc ça aussi très bon. Et l'allocation du capital, il y a eu 464 millions de dollars pour des rachats d'actions à un prix moyen de 556 dollars. Le titre cote aujourd'hui à 590, à peu près 600. Donc globalement, très bien, tout ce qu'on attend. Le management, dans les guidance et les perspectives, a bien avancé. Ils ont réduit le nombre de salariés, augmenté les salaires de ceux qui sont importants. Et surtout, ce qu'il faut retenir qui a été assez impressionnant, c'est la croissance. Alors, on ne va pas forcément le voir ici, mais c'est la croissance de 26% du AUM sur leur serment indice. On avait des indices que ça pouvait arriver parce que BlackRock avait augmenté son AUM de 20% la semaine dernière ou il y a 2 semaines dans le earnings. Et donc là, on voit qu'avec une croissance des AUM pour MSCI de 26%, on peut voir vraiment que les indices MSCI sont très demandés. Et je suis curieux de voir les résultats de S&P Global pour voir quelle est la croissance d'AUM qu'ils vont avoir. Est-ce qu'ils vont surperformer ou pas MSCI là-dessus, parce que MSCI a surperformé BlackRock. Donc ça pourrait vouloir dire que beaucoup de l'AUM que BlackRock va avoir, etc., semble être redirigé vers des indices qui sont la propriété de MSCI. Donc on va voir tout ça dans les guidance, dans les dépenses, tendance vers la moitié supérieure de la fourchette de la guidance, justifiée par la forte performance des ABF et l'hypothèse d'une appréciation graduelle du marché. Les investissements, on s'en fout. Le taux d'imposition effectif entre 18 et 20%. Durability climat. Donc, dans les commentaires du management qui sont intéressants à noter, c'est le CEO. L'accélération de notre dynamique commerciale commence à refléter l'adaptation implacable de l'IA agentique dans tout ce que nous faisons, de la capture de données à la construction de modèles, jusqu'à la façon dont nos employés travaillent chaque jour. Donc là, ce qu'ils sont en train de nous dire, c'est que, en plus, à la base, tout le monde pensait qu'ils allaient être disruptés par l'IA.
en plus de ne pas être disrupté, l'IA est en train de leur profiter. Vous allez voir après, on va voir avec ServiceNow qu'ils ont un discours assez similaire. Donc en gros, l'IA leur permet d'avoir moins d'employés, d'avoir leurs employés principaux plus efficaces, plus performants, de capturer mieux la donnée et de la distribuer mieux. Donc en gros, tout ce qu'ils font en mieux. On a le CFO qui nous dit les ETF actions liées à nos indices ont capté un flux record de 103 milliards de dollars, représentant environ 35% de tous les flux vers les ETF indiciels actions. C'est exceptionnel. Là, on est en train de nous dire que les gens se tournent vers des ETF MSCI, donc potentiellement du MSCI World, du MSCI Emerging Market. Et on peut voir que le Emerging Market commence à se réveiller après 4-5 ans à dormir un petit peu. Il commence à se réveiller. Je crois que cette année, il surperforme légèrement les autres indices. On a Fernandez également, le CEO, qui nous a dit « La porte est désormais grande ouverte pour l'investissement systématique et basé sur des règles dans ce que nous appelons les non-market cap. Nous sommes idéalement positionnés pour en bénéficier. » Donc là, ça va être tout ce qui est private equity, etc. Donc dans les promesses versus réalisation, c'est globalement excellent. Le management avait promis une réaccélération de la croissance des abonnements indices et a tenu parole. Retour à 2 chiffres, 10,7%. Ils avaient également prévenu des vents contraires du S&C et l'immobilier Real Asset qui se sont matérialisés exactement comme prévu. Donc ils ne font pas que guider des choses exceptionnelles, ils investissent aussi quand ils tiennent les actionnaires informés, quand ils voient qu'il risque d'y avoir des problèmes dans certains secteurs. Et c'est ce qu'on aime chez un management. On n'aime pas les managements où c'est tout est beau, tout est rose. On aime quand ils sont au courant de ce qui se passe et surtout qu'ils n'ont pas peur de dire ce qui va se passer. Le discours a un peu évolué, le narratif sur l'IA a mûri rapidement. Au trimestre 3 et 4 2025, l'IA a été décrite comme une bénédiction pour l'efficacité interne. Au premier trimestre 2026, elle a évolué vers une IA agentique et une monétisation directe auprès des clients. Index AI Insight, l'embauche d'un nouveau Chief Data Officer venu de Goldman Sachs consolide ce pivot technologique. Dans les signaux d'alerte, le segment durabilité et climat reste un frein structurel avec des annulations en hausse. De plus, la croissance dans le segment cœur des gestions d'actifs reste poussive à 6%, indiquant des contraintes budgétaires persistantes dans l'industrie. De toute façon, il y a un an à peu près, faut aller retrouver les earnings call d'il y a à peu près un an, ils avaient annoncé qu'ils mettaient un petit peu de côté la partie durabilité et climat, qu'ils en avaient profité, qu'ils avaient gagné de l'argent avec ça, qu'ils étaient contents, mais que ce n'est pas là où ils vont aller chercher de la croissance. Là où ils veulent aller chercher de la croissance, c'est surtout sur tout ce qui va être indice. Et donc, c'est globalement ce qu'ils ont fait. Ils ont annoncé ça, ils le font, ça va très bien. Donc la crédibilité du management est très très élevée. Donc point positif, les flux records vers des ETF, 103 milliards au premier trimestre, pulvérisant le précédent record de 67 milliards au T4 2025, captant 35% des flux mondiaux d'ETF actions et 50% des flux européens. C'est énorme. La réaccélération des abonnements sur l'indice, la percée du Private Capital Solution, Runrun qui a accéléré de 16%, et les M&A stratégiques, 3 acquisitions ciblées, Compass, Vantage Air et PM Insight, élargissent directement le mode vers les matières premières, les actifs numériques et la due diligence IA sur les marchés privés. Dans les points négatifs, il y a toujours la durabilité et climat, mais ça va rester un moment parce que le management a déclaré, comme je vous le répète, que c'est mis de côté depuis un moment. La pression budgétaire des gestionnaires d'actifs, la base de clients traditionnelle de la gestion active ne croît que de 6%. MSCI dépend fortement de la transition de ses clients vers les ETF actifs pour relancer la croissance. La dérive des dépenses, tendance vers la hausse dans la fourchette des guidance, bien que justifiée par les surperformances des revenus, cela nécessite une surveillance pour s'assurer que les gains d'efficacité en IA se répercutent réellement sur les marges. Donc pour le moment, les marges continuent d'augmenter, mais on ne voudrait pas que l'entreprise voit ses marges baisser et bien évidemment les sensibilités géopolitiques. Les points de surveillance, ça va être la croissance du run rate d'abonnement indice qui reste supérieur à 10%, les flux d'ABF, la croissance du run rate PCS et le taux de rétention global qui reste supérieur à 95%. Les engagements à vérifier, ça va être l'intégration et la contribution aux revenus de 3 nouvelles acquisitions et la réalisation de gains de marge liés à l'IA. On veut que les marges continuent d'augmenter, que l'IA permette d'augmenter les marges, plus ou moins comme ils ont guidé il y a 1 ou 2 trimestres. Les tendances à confirmer, c'est la poursuite de capture des parts de marché dans les ETF européens, les taux d'adoption des ETF. Et le seuil d'alerte, ce serait une croissance des abonnements indices tombant sous les 8%, taux de rétention globale de l'entreprise chutant sous les 94%, et donc le segment S&C devenant négatif en termes de run rate absolu. Donc encore une fois, on a un super earnings call de la part de MSCI. L'entreprise a très très bien
délivrés. Et si on regarde la valorisation, aujourd'hui, donc on va aller ajuster ça, on est sur un price earning de 32, price sur free cash flow de 28. Donc c'est quand même une entreprise qu'on paye avec un joli premium, hein, on ne va pas se cacher là-dessus. On a plus ou moins 1537, 1 milliard 537 ici. Okay, donc j'ai pris celui de l'année dernière, on peut prendre 537 si on préfère pour être un peu plus précis. Donc si on estime que l'entreprise va grossir ses free cash flow par action de 12% par an, avec un price sur free cash flow de 25 pour les 5 prochaines années, on ferait du 10% par an. Okay, donc c'est plus ou moins correct, ça fait une fair value autour de 525. Moi j'estime que ma fair value est autour de 525 sur cette entreprise. Maintenant, pour faire du 13% par an, il faudrait qu'il y ait plus ou moins 14% de croissance de free cash flow par action et 26% de price sur free cash flow dans 5 ans. Ce qui n'est pas déconnant, okay, ce qui est possible, ce qui n'est pas déconnant, ce qui ferait qu'autour de $600, on serait vers une fair value pour là. Moi, personnellement, je trouve qu'en dessous de $530, ça me semble être intéressant. Pour moi, c'est les prix qui m'intéressent, soit en dessous de $530. Maintenant, tout le monde a des objectifs différents avec son portefeuille, tout le monde aborde le sujet un peu différemment, mais voilà moi comment personnellement je me positionne là-dessus et comment je vois la chose dessus. On va passer un petit peu à FICO avant d'aller regarder les earnings de ServiceNow. Okay, donc FICO, je vous ai expliqué, il y a eu cette baisse et cette hausse. La raison de cette baisse soudaine, un petit peu, c'est qu'en gros, on a eu comment on appelle ça? On a eu les Freddie Mac, Fannie Mac qui ont annoncé que maintenant, officiellement, ils acceptaient le Vantage Score. Okay, jusqu'à présent, que vous me remettez les choses en contexte. D'ailleurs, il y a une vidéo complète sur FICO sur ma chaîne, il y a un deep dive complet qui doit faire 40 minutes où vous avez toute l'explication du business, de comment ça fonctionne, quels sont les tenants et aboutissants. Donc, allez la regarder, vous avez juste à cliquer sous mon nom et ensuite taper FICO dans la barre de recherche. Pour ce qui est donc de Fannie Mae et Freddie Mac qui ont accepté qui acceptent maintenant le Vantage Score, en fait, il ne faut pas oublier qu'il y a 2-3 mois ou un an, je ne me souviens plus exactement de la chronologie, mais en gros, que le régulateur américain avait dit, avant, en fait, on était obligé de passer par FICO Score. Il y a quelques temps, ils ont dit, maintenant, vous pouvez passer aussi par le Vantage Score. C'est plus obligatoire que ce soit uniquement du FICO Score, ça peut être du Vantage Score. Et donc là, maintenant, c'est sans doute pour plaire aux régulateurs. Fannie Mae a déclaré qu'ils acceptaient aussi le Vantage Score maintenant, mais disons que jusqu'à présent, ils pouvaient déjà l'accepter depuis un an. C'est-à-dire que ce n'est pas une information qui est nouvelle sur le marché, c'est d'ailleurs pour ça que ça a rebondi très vite, c'est parce que ça a baissé et rebondi très vite, parce que ce n'est pas une information qui est complètement nouvelle sur le marché. Un autre point qui est important à comprendre, c'est qu'aujourd'hui, le Vantage Score n'est pas meilleur que le FICO Score. Le FICO Score outperforme toujours. Deuxième point à noter, c'est que FICO a 98% du marché. Okay, donc je vais vous le traduire. Hop, je vais vous traduire le post. FICO détient 98% du marché non-agence dans un marché directement concurrentiel. Okay, donc c'est un marché où il y a déjà de la concurrence, ce qui est un bon indicateur de la fidélité des clients. Ce qu'il faut aussi comprendre sur FICO, c'est que c'est une unité de mesure. Troisième point à comprendre, c'est qu'on ne remplace pas une unité de mesure comme ça, et surtout, ça ne coûte rien dans le process global d'un crédit qui coûte plus ou moins $2000. FICO, ça coûte $10. Donc, avoir $10 sur 2000 quand c'est le point le plus critique, quasiment, c'est rien. Okay, c'est vraiment rien. Ce n'est pas parce qu'il y a une solution qui va coûter 50 centimes, ou qui presque même est gratuite, que les gens vont arrêter de payer ces $10, parce que ces $10, ils ont un bon retour sur investissement dans la mesure où le FICO Score a fonctionné et fonctionne depuis des décennies, qu'il a traversé les différentes crises, là où le Vantage Score n'a pas encore prouvé son efficacité là-dessus. Donc ce qui risque de se passer, c'est que les agences vont utiliser le Vantage Score en plus du FICO Score, mais qu'ils ne vont pas arrêter d'utiliser le FICO Score et que tout ça soit plus ou moins, pas du vent, mais une mascarade et que ce soit plus pour faire parler que de la politique et autre chose, mais visiblement, il n'y a pas de raison qu'on arrête d'utiliser le FICO Score ou alors que le FICO Score perde la moitié de leurs clients et que leur chiffre d'affaires baisse ou que leurs bénéfices baissent parce qu'il y a moins de personnes qui utilisent les trucs. Maintenant, à noter, si tout ça arrive à FICO, c'est parce qu'ils ont augmenté leur prix potentiellement trop rapidement. Et au-delà d'augmenter leur prix trop rapidement, même si pour moi c'est justifié leur augmentation de prix étant donné de la valeur du score en lui-même dans le process global, le point à bien comprendre, c'est que ils sont obligés,
allez voir la vidéo pour bien comprendre ça, mais ils sont obligés de travailler main dans la main avec les crédits de bureau, donc Equifax, TransUnion et Experian. Ils sont obligés de travailler main dans la main avec eux. Et sauf qu'en lançant leurs prochains produits, ils ont lancé des campagnes qui vont un peu à l'encontre d'Equifax, alors qu'ils sont dépendants des credit bureaux, ils sont dépendants d'eux, ils sont obligés de travailler avec eux et ils se sont lancés un peu dans une guerre contre eux au lieu de travailler main dans la main. Donc, pas terrible. Un autre point qui me fait sourire un petit peu dans tout ça, c'est que si le Vantage Score est accepté, c'est une bonne nouvelle pour Equifax, c'est une bonne nouvelle pour Experian et c'est une bonne nouvelle pour TransUnion. Parce que du coup, techniquement, si FICO n'est plus un monopole, ça veut dire que le nouvel entrant, donc le Vantage Score, devrait être profitable pour les entreprises qui donnent ce Vantage Score. Pourtant, pourquoi les actions ne montent pas? Et sur la journée où FICO a perdu, Equifax, Experian et TransUnion, ok, elles ont toutes perdu dans cette journée. Pourtant, c'était censé être une bonne nouvelle. C'était censé être une mauvaise nouvelle pour FICO, mais une bonne nouvelle pour Experian. Pour TransUnion, vous allez voir, c'est la même chose. C'était censé être une bonne nouvelle. Pourtant, ça a fait décrocher le cours de l'action. Et eux, contrairement à FICO, ça n'a pas rebondi, ça reste toujours bas. Donc, comment ça se fait que pour eux, ça reste bas, que ça ne remonte pas, alors que c'est une news qui est censée leur apporter du business, ok? C'est censé, si les gens utilisent moins, enfin si les agences de notation et tout ça utilisent moins le FICO Score parce qu'elles ont la solution du Vantage Score, c'est censé profiter à ces entreprises. Or, visiblement, le marché, donc là, on voit un petit peu que le marché est quand même assez irrationnel et que il y a quand même un sentiment assez négatif sur tout ce qui est lié à la finance et surtout au crédit depuis le début de l'année. Et c'est pas pour rien que c'est un des secteurs qui performe le moins bien. Okay, si on prend year to date, vous pouvez voir que le secteur financier, c'est le secteur où il y a le plus d'entreprises dans le rouge. Et dans les grosses entreprises, la majeure partie sont dans le rouge. On a Amex qui est à moins 15%, Visa, Mastercard à moins 11%, Bank of America à moins 5%, Berkshire Hathaway moins 6%, Wells Fargo moins 14%. Donc on voit vraiment qu'il y a du rouge dans ce secteur et que c'est un secteur qui n'a pas du tout la cote depuis le début de l'année. Donc c'est tout pour cet aparté sur FICO. Notez une chose, ça ne veut pas dire que vous devez faire all-in sur FICO, ok? Ça veut dire qu'on est sur des prix aujourd'hui qui sont intéressants pour une position dans un portefeuille. Je ne pense pas que ce soit le genre de position qu'il faille mettre à 15-20% d'un portefeuille, mais je pense que c'est une position qui commence à valoir le coup. Bien évidemment, à vous de gérer le risque que vous voulez voir avec la conviction que vous allez avoir sur la boîte. Et donc, si vous voulez vous aider à construire une conviction, vous avez sur ma chaîne une vidéo complète sur l'entreprise pour bien comprendre le business model. Parce que si vous ne comprenez pas le business model, vous ne pouvez pas avoir de conviction, peu importe la valorisation qu'il y a derrière. Donc, on passe maintenant au earning call de ServiceNow qui ont donné des bons résultats. Okay, les revenus d'abonnement plus 19% en taux de constant annuel, donc c'est très bien. RPO plus 21%, RPO total plus 23%, rentabilité, marge opérationnelle à 32%, ok, c'est légèrement au-dessus des prévisions, marge du free cash flow 44%, donc tout ça globalement bon, ils ont fait des rachats d'actions. Ce qui fait que le titre a beaucoup chuté, okay, donc si on regarde ici, on regarde ServiceNow, ce qui fait que le titre a beaucoup chuté, donc il a perdu en gros 7%, mais il avait perdu dans la journée 16-17% pour finalement la reprendre de plus ou moins 5-6% depuis les plus bas. La raison de la baisse, c'est les guidance. C'est que les guidance ne sont pas aussi encourageantes que ce qu'on aurait aimé. Alors, je ne sais pas à quoi le marché s'attend, parce que les guidance sont globalement bonnes, mais je pense que le marché s'attendait à un rehaussement des guidance. Je ne sais pas. Je trouve que là, la réaction du marché est quand même assez exagérée sur le titre et surtout que ça a fait chuter toutes les autres boîtes de software, Adobe, Salesforce, Constellation Software, etc. Elles sont toutes tombées un petit peu avec ServiceNow. Dans les guidance et perspectives, on a les relevés donc la guidance qui a été relevée un petit peu, okay, donc ça fait entre 20 et 21% de croissance. Ça inclut donc une contribution de 120 points de base liée à l'acquisition. Okay. On a des marges opérationnelles prévues à 31,5%, inclut un bon contraire de 75 points de base dû à l'acquisition d'Armis et les marges de free cash flow, pareil, qui devraient être en baisse. Donc là, je pense que c'est ce qui a expliqué la baisse et que ce n'est pas forcément ultra rationnel dans la mesure où, certes, il y a une acquisition, donc c'est temporaire. Maintenant, c'est vrai qu'on peut se poser la question, est-ce que les marges vont réaugmenter? Est-ce que l'acquisition sera bonne ou pas? Mais c'est plus ou moins business as usual. Là, ici,
Les revenus d'abonnement, ok, qui devraient augmenter entre 21 et 21,5% et croissance RPO 19,5%, ok, qui inclut bien évidemment l'acquisition qui augmente un petit peu tout ça. Et ils ont la prudence géopolitique, la direction a maintenu ses prévisions annuelles, mais noté un impact d'environ 75 points de base au trimestre 1 dû à un retard de contrat on-premise cloud souverain au Moyen-Orient en raison du conflit iranien. Donc, il y a ça. Dans les commentaires du management, c'est là où... Alors le management est très confiant, mais je ne suis pas fan, moi, des commentaires de ce style. Après, tout le monde a des styles différents, bien évidemment, mais là, disons que le management, il les pose sur la table, quoi. On va dire ça comme ça, et ils ont vraiment intérêt à pas remodifier des guidance ou à pas revoir des choses à la baisse, parce que là, le management prendra un très gros coup sur sa crédibilité après les déclarations qu'ils ont fait ce trimestre. On a donc le CEO qui a dit « Il n'y a jamais eu de vent favorable pour ServiceNow comme l'IA. Nous sommes les règles et les rails de l'entreprise. Ne tombez pas dans le piège de croire qu'un simple bouton peut remplacer 22 ans d'excellence. » Donc là, globalement, oui, il a raison là-dessus. Ok, c'est ce qu'on dit tous sur les SaaS et qu'on risque de se rendre compte d'ici un an ou deux, sans doute, que l'IA, finalement, ça a été une bénédiction pour les SaaS parce que ça va leur permettre d'étendre leur business et donc d'aller chercher encore plus de revenus et d'avantages compétitifs. Pour le moment, on ne s'en rend pas compte parce que Claude sort des nouvelles trucs tous les ans, tous les jours, toutes les semaines et qu'on se dit putain, ça va trop vite, c'est exceptionnel. Mais on ne remplace pas, comme il dit, 22 ans d'excellence en claquant des doigts, en appuyant sur un bouton ou avec un simple prompt qu'on va mettre sur Claude. Maintenant, je trouve qu'ils sont quand même assez agressifs dans leurs déclarations, dans le sens où ils sont très 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 confiants. Donc maintenant, s'ils sont très confiants et que ça se concrétise, dans ce cas très très bien, ça va amplifier leur crédibilité. Maintenant, s'ils ont un excès de confiance et qu'il se passe le moindre truc qui ne va pas dans les prochains trimestres, ça risque de taper fort sur leurs doigts et ça, ce ne serait pas terrible. Ensuite, on a le PDG qui cite Benjamin Graham. À court terme, les marchés sont des machines à voter. À long terme, ce sont des machines à peser. Et je vous le dis, je montrerai sur cette balance avec la marque ServiceNow sur la poitrine n'importe quand. Là, ça commence à faire le show, on va dire. On a la CFO, Now Assist, continue de dépasser les attentes, donc les services. Nous mettant sur une trajectoire pour dépasser notre objectif d'1 milliard de dollars pour 2026. Bill a ensuite précisé que la trajectoire vise désormais 1,5 milliard. Et ensuite, on a Amit sur le pricing, donc c'est le CPO. 50% des nouvelles affaires proviennent désormais d'un modèle de tarification non basé sur des licences, donc les sièges, incluant des jetons token. C'est la liberté de faire évoluer l'adoption IA sans friction. Donc, ils passent de plus en plus sur un modèle de token plutôt que sur un modèle de siège, ce qui, si c'est bien fait, continuerait d'apporter de la croissance. On a Adobe qui fait ça de plus en plus. On a Salesforce qui fait ça de plus en plus. Donc, il semblerait qu'il y ait un truc qui nous dit que passer sur une monétisation de tokens soit la bonne chose à faire parce que c'est beaucoup plus personnalisé pour les entreprises. Ça leur permet d'avoir accès exactement à ce dont ils ont besoin et les limites sont sans doute faites pour que ça les force à payer tout le temps. Donc, ce sera probablement une très bonne chose. Donc, le management est globalement cohérent dans son discours. Dans les points à surveiller pour la suite, c'est la croissance organique du CRPO, donc hors Armis et Movework, qui ne doit pas forcément baisser et avoir un free flow par action qui continue d'augmenter et surtout des marges qui repartent à la hausse. Ça va être important. Le seuil d'alerte, c'est si la croissance organique des revenus d'abonnement tombe en dessous de 18% ou si les marges de free cash flow ne parviennent pas à rebondir au-dessus de 35% après l'intégration d'Armis. Là, ce sera problématique. Mais pendant qu'ils font l'intégration, ça va globalement. Donc, le résultat de l'entreprise sont bons. En termes de valorisation, si on va regarder le cash flow statement, on prend un free cash flow aujourd'hui à 4,6 milliards. 4,6 milliards, il faudrait une croissance du free cash flow par action de 14%. Après, sur free cash flow de 24% pour faire du 17% par an. C'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose. Là, franchement, honnêtement, je trouve maintenant que ServiceNow est sous-valorisé. Pour quelqu'un qui aime bien la boîte, qui aime bien la thèse d'investissement derrière, qui trouve qu'elle est bien gérée, c'est pas cher. C'est pas cher, ça laisse des belles marges de sécurité. Ils grossissent à 20% par an. Ils grossissent pas à 10 à 15% par an, ils grossissent à 20% par an le chiffre d'affaires. Et leur marge, à part cette année qui baisse un petit peu à cause de l'acquisition et de l'intégration de l'acquisition, mais une fois qu'ils sortent de cette acquisition qu'elle est passée, elle devrait remonter les marges, ça devrait se positionner comme il faut.
Donc admettons qu'ils grossissent plus ou moins comme le chiffre d'affaires, donc prévu de grossir à 17, quasiment 20%, on prenne des grosses marges de sécurité, on dit que les marges baissent légèrement, donc le free cash flow par action va grossir un peu moins vite que le chiffre d'affaires, même s'ils font des rachats d'actions, ça fait quand même quelque chose de bien. Maintenant, ce qu'il faut observer ici, c'est les stock-based compensation qui sont quand même assez abusés. Ok, 40%, c'est beaucoup. Je pense que c'est un truc qui risque d'être resté élevé, étant donné qu'on est sur une boîte qui va avoir pas mal de, comment on appelle ça, qui font vu qu'ils ont racheté des boîtes, c'est possible que dans les deals de rachat, il y a des stock options dedans, donc il faut voir comment ça va aller, mais 43% c'est beaucoup, alors c'est dans la pente descendante, c'est bien, mais faut pas déconner les gars, au bout d'un moment, on continue à faire baisser ça, que ce soit pas trop haut, sinon ça va pas plaire à grand monde et ça risque de pas être très encourageant pour le futur. Donc attention au stock-based compensation là-dessus, mais globalement, ça reste des prix qui sont plus qu'intéressants actuellement. On va regarder Medpace rapidement parce que l'entreprise, après l'annonce des résultats, a complètement décroché. Okay, ça a pris, je crois, moins 20%. Annonce de résultats, moins 26%. Suite à l'annonce de résultats, ce qui est assez drôle parce que vous vous souvenez quand il y avait eu les résultats, c'était quasiment il y a un an, ça avait pris plus 50% dans la journée, c'était énorme et ça avait pris 90% en l'espace de 3, 4 mois, 5 mois. Là, ça a reperdu une bonne partie, 33%. Donc ça devient très volatile à court terme. Alors ça reste une très belle performance sur 5 ans. Donc, ça va être intéressant de voir surtout les déclarations du CEO. C'est une boîte que je suis de loin. J'ai du mal avec le secteur tout ce qui est lié au secteur de la santé, etc. Ce que j'ai pu comprendre, le problème est dû au fait qu'il y a un ralentissement sur les biotech, sur leur demande de tests et tout ça. Donc c'est ça qui fait qu'il y a un potentiel ralentissement dessus. Donc les commentaires, c'est sur les annulations. Le PDG Trundle a noté qu'il s'agissait de choses aléatoires, performance des produits, repriorisation. Ce n'était pas particulièrement lié à des pénuries financières aiguës. Nous n'avons pas de croissance de revenus sur une base séquentielle et pour 2025, je ne sais pas encore. Notre profil de croissance aujourd'hui et dans 6 mois est une vraie question. Sur l'IA, Trundle a maintenu une position très pragmatique et anti-hype. Si l'IA a vraiment de la valeur, cela nécessitera beaucoup d'investissement. Pour les 2 prochaines années, au moins, nous investirons plus de dollars que nous gagnerons en efficacité. Sur les ventes contre LMR, nos clients se font racheter. En général, nous sommes exclus des travaux futurs. C'est une perte pour nous. Donc, globalement, ce qu'il nous dit là, c'est qu'il ne sait pas trop. Déjà, je trouve que c'est bien comme commentaire. Ce que je veux dire par bien, c'est qu'il est honnête. Il n'essaie pas de vendre du rêve, il n'essaie pas de cacher les choses. Et il dit clairement que ça ne s'est pas bien passé, qu'il n'a pas vraiment trop d'idées de pourquoi ça ne s'est pas bien passé. C'est-à-dire qu'il comprend pourquoi ça ne s'est pas bien passé, mais que ça semble être un truc un peu plus cyclique qu'autre chose et que ça semble être quelque chose qui, il n'y a pas de, c'est juste quelque chose en tout cas, comme il dit, aléatoire. Okay, que ça arrive et que ça ne va pas forcément durer une éternité, mais que pour le moment, malheureusement, c'est là. Que la croissance, il ne sait pas où est-ce que ça va aller. Okay, et que là, je pense qu'il n'y en a pas plus au marché aussi, c'est qu'ils vont beaucoup investir dans l'IA alors qu'ils ont la croissance qui se stabilise, qu'il n'y a pas vraiment de croissance, qu'il ne sait pas dans quelle direction ça va, et que l'IA, il sait qu'il faut investir dedans, mais qu'il n'a pas trop l'air de savoir exactement comment le monétiser, et surtout que ça risque d'être monétisé trop en décalé, donc ça risque de faire quelques années un peu compliquées pour les actionnaires. Okay, donc la thèse de cohérence, les promesses versus réalisation, là c'est en échec. Okay, au 4e trimestre, il avait explicitement déclaré « Je ne vois aucune raison de m'attendre à ce que le niveau élevé d'annulation se poursuive. » Les annulations ont atteint un nouveau sommet. La direction n'a pas su anticiper la détérioration de son propre carnet de commandes. Ça n'est pas terrible. Okay, le discours au T3 2025, la direction se vantait d'une croissance de 30% de pré-backlog pour rassurer les investisseurs. Aujourd'hui, elle refuse de quantifier ce pré-backlog et qualifie le ratio book-to-bill de mesure horrible lorsqu'il devient négatif, ce qui nous donne une impression de grande défensive. Donc là, pas terrible également. La thèse n'est pas la même qu'il y a un an. Là, la thèse n'est pas la même qu'il y a un an. Ce n'est pas un conseil en investissement ce que je vais vous dire. Okay. Quand je vois ça, je n'ai pas creusé le business assez. Donc, notez bien une chose, je n'ai pas creusé le business assez. Mais quand je vois ça, ce test de cohérence du management, c'est généralement moi ce qui me fait fuir une entreprise. Donc là, si vous aviez acheté l'entreprise il y a 1 an ou 2, peut-être prenez vos profits. Ça peut
pas être déconnant de prendre les profits. Maintenant, on ne sait pas comment ça va avancer, ok? On ne sait pas comment ça va se passer, etc. Mais changer les métriques parce que ça commence à aller mal et en plus de ça, sur un trimestre se faire surprendre comme ça, on peut leur laisser le bénéfice du doute. Peut-être qu'ils ont été vraiment pris au court par certains clients, qu'ils n'en avaient aucune idée, ça arrive. Donc il va falloir voir ce que ça va donner au prochain trimestre. Mais c'est possible que, vu les déclarations qui ont été faites et qu'ils n'ont absolument aucune vue de ce qui se passe, ça n'aille pas forcément mieux au prochain trimestre. J'avais eu une boîte un peu comparable, pas dans le secteur, mais dans ce qui se passait avec le management, où c'était Napco Securities, et ils avaient annoncé lors d'un trimestre qu'ils avaient une baisse du revenu, et ils avaient annoncé qu'ils ont parlé avec pas leurs fournisseurs, mais les suppliers, les gens à qui ils vendaient, et qu'ils étaient en phase de déstockage, c'est pour ça qu'ils n'avaient pas réacheté, mais que d'ici 1 ou 2 trimestres, ils devraient recommencer à avoir du carnet de commandes. Okay, ça devrait se relancer, c'est juste là, malheureusement, ça ne fonctionnait pas trop et qu'ils s'étaient retirés parce qu'ils voulaient vider leur stock pour prévoir au cas où il y ait des problèmes et qu'ils ne voulaient pas avoir trop de stock et avoir plus de cash. Et donc, ils disaient que normalement, d'ici 1 ou 2 trimestres, ce sera réglé. Ce qui s'est passé, c'est qu'1 ou 2 trimestres après, on a de nouveau eu de la croissance. Okay, donc, mais ils savaient que c'était quelque chose de temporaire. Là, on n'a pas l'impression que c'est temporaire. Là, il n'a aucune idée. Là, ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils ont été pris... on sent dans ces déclarations-là qu'ils ont été pris un petit peu au dépourvu de ce qui s'est passé. Donc, à voir comment ça va évoluer. Okay, ce qu'il va falloir surveiller, donc, c'est le ratio net book to bill doit repasser à supérieur à 1. Le taux de conversion du backlog actuellement artificiellement élevé à 23,3% en raison d'études métaboliques à compulsion rapide, pourcentage des revenus refacturables. Okay, les engagements à vérifier atteintent une guidance de revenus 2026 maintenue malgré le vent contraire mathématique du book to bill de 0,88. Okay. Les tendances ont confirmé, les annulations se stabilisent-elles au trimestre 2 2026 ou s'agit-il d'un changement structurel dans la viabilité des essais biotech? Le seuil d'alerte, ce sera un ratio book-to-bill inférieur à 1 pour une deuxième trimestre consécutif, toute révision à la baisse de la guidance 2026, d'autres départs inattendus au sein de la direction générale suite à la retraite du président. Donc attention à tout ça, mais on ne va pas aller valoriser la boîte parce que je n'ai pas assez de connaissances dessus et surtout que je ne sais pas du tout comment elle devrait grossir. On ne va pas se mentir là-dessus, j'ai aucune idée de comment ça va aller grossir. Donc ne prêtez pas trop d'importance à la valorisation dessus. Aujourd'hui, on a un peu price sur free cash flow de 15. Ok, donc on va regarder le free cash flow, où est-ce qu'il est. On est sur un free cash flow d'à peu près 745 millions de dollars. 745 millions, price sur free cash flow de 15. S'il n'y a pas de croissance, ça veut dire qu'on va rester à 15. Il faudrait que le free cash flow par action augmente de 14% par an. S'il augmente de 14% par an, ça veut dire qu'on peut le mettre à 20. Mais là, s'ils ne savent pas trop ce qui va se passer avec la croissance, ça veut dire, admettons que sur 5 ans, ils arrivent à grossir plus ou moins de 8% par an. Donc un ralentissement léger, mais voilà quoi. S'ils sont plus ou moins à 8% par an, le price sur free cash flow de 15 semble plus ou moins justifié. Ça nous fait du 6, donc ce serait potentiellement survalorisé à l'heure actuelle. Maintenant, si vous pensez qu'ils vont grossir, que c'est juste 1 ou 2 trimestres comme ça et qu'ils vont grossir beaucoup plus, si vous avez bien étudié le business de fond en comble, que vous connaissez bien l'industrie, que vous connaissez bien le secteur, pourquoi pas. C'est un secteur que je suis de loin. Okay, et donc si on arrive à avoir du 13%, du 12%, là peut-être que ça deviendra sur des prix plus intéressants parce que ça mériterait un prix sur free cash flow à 20. Donc là, ça deviendra très intéressant. À voir comment ça va aller. Mais moi, je ne touche pas à ces prix-là. Je ne touche pas à ces prix-là. Ça me semble un peu trop dangereux et il y a trop d'incertitudes que je n'aime pas voir. Disons, c'est une incertitude du management là surtout que je n'aime pas voir. Donc, on va voir comment ça va. On va voir comment ça va évoluer. On va voir s'ils font des rachats d'actions dans les trimestres prochains. Parce qu'il y a quelques années, dans un scénario où c'était plus ou moins pareil, ils avaient fait beaucoup de rachats d'actions. Donc financing activity, ici on peut voir le common stock repurchase. C'est ça qui m'avait donné un premier intérêt il y a 1 an dans l'entreprise. Si on regarde là, vous voyez à chaque fois que ça avait baissé, il y avait des gros rachats d'actions. Donc là, on va voir comment ça se passe. Là, pour le moment, ils n'ont pas fait de rachat d'actions. Donc est-ce qu'ils vont faire des rachats d'actions cette année? On va voir. On va voir où est-ce que ça ira, les rachats d'actions. Mais s'ils n'en font pas, les gars, c'est pas très bon signe. C'est pas très bon signe. S'ils en font, par contre, là, ça pourrait être intéressant. On va parler maintenant de Charlie Bilello.
qui a publié ces deux graphiques. Le premier, où en gros, on a le CAPE du S&P 500, donc ça prend en compte les revenus des 10 dernières années, la croissance des bénéfices, tout ça des 10 dernières années, etc. Et on voit que là, on a un CAPE de 40. Okay, là, c'est l'étude qui va de 1900 jusqu'à 2026. Okay. Et en gros, là, c'est l'average qui est à 18. Et on est aujourd'hui à 40. C'est le deuxième plus haut historique depuis la bulle Internet. Okay, enfin, non, depuis, par exemple, pas par la bulle Internet, depuis 1900. La dernière fois que c'était aussi élevé, c'était la bulle Internet. On avait eu très élevé ici aussi, je crois, c'était 2018, par là. Donc, il est bien élevé. Et ce qu'il faut retenir surtout du fait qu'il soit bien élevé comme ça, c'est que la dernière fois que c'était aussi élevé, chaque fois qu'on a eu supérieur à 26%, ok, donc supérieur pas à 26%, mais à 26%, on a eu pour les 10 années qui ont suivi, donc average forward 10 years S&P 500 annualized total return, 3,1%. Donc 3,1% de performance sur le S&P 500. Donc tous ceux qui achètent des ETF S&P 500, oui, il ne faut pas timer le marché, etc. Mais est-ce que vous voulez vous taper 3,1% de performance parce que vous avez acheté un truc qui est beaucoup trop cher? Maintenant, on va voir sans doute quand le S&P 500 va baisser et que le ratio va valoriser, ou alors que le S&P 500 va faire du surplace et que les bénéfices augmentent et donc le ratio de valorisation diminue. Peut-être qu'on aura quelque chose de mieux, mais bien évidemment, ça ne veut pas dire qu'on va faire 3,1%. Okay, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais on commence à avoir quand même beaucoup de signes que c'est survalorisé, que les marchés sont en surchauffe un petit peu. Donc il faut faire attention, surtout quand vous investissez dans de l'indiciel. Okay, quand vous faites du stock picking, vous pouvez choisir la valorisation des actions. Okay, il y a des boîtes qui sont cotées littéralement à 10 fois les bénéfices aujourd'hui et qui grossissent de 10% par an. Donc elles ne sont pas vraiment concernées par ça. L'erreur que beaucoup de débutants font, c'est qu'ils mélangent tout et se disent, de toute façon, si le S&P 500 baisse, ça veut dire que les actions baissent, donc toutes les actions que j'aurai en portefeuille vont baisser. Non, quand on achète des actions sous-valorisées, on se protège justement de ça. Ça ne veut pas dire que les actions sous-valorisées vont se performer et vont exploser pendant que tout le monde baisse, mais ça veut dire qu'on va être protégé, qu'on ne devrait pas on aura une meilleure performance que ça. Okay, donc faites bien attention. Deuxième point, c'est que malgré le fait que ce soit très cher, on continuerait de performer. Certes, c'est une performance médiocre, mais l'histoire a montré qu'on continue de gagner de l'argent. 3% par an, c'est rien du tout, ça ne couvre pas l'inflation, mais c'est toujours gagné, alors que si c'était sur la banque, on ne ferait que perdre. Donc, c'est quelque chose qui devrait être aussi encourageant, mais le point ici, c'est surtout faites attention, ne vous faites pas avoir par tout ça. On va aller regarder très rapidement maintenant la déclaration de Andy Jassy et ensuite on va finir par les résultats de Tesla pour voir ce que ça a donné. En gros, on a Andy Jassy qui a annoncé qu'il faisait, alors on va traduire, un développement passionnant dans notre activité de puce, alors que Meta a décidé de miser gros sur Graviton, notre puce CPU de pointe, s'engageant à des dizaines de millions de cœurs Graviton. L'IA agentique devient donc dizaines de millions de cœurs Graviton. En gros, c'est des milliards. Okay, c'est un contrat à plusieurs dizaines, voire centaines de milliards sur du long terme. L'IA agentique devient presque aussi importante comme l'histoire des CPU que comme l'histoire des GPU. L'orchestration complexe en plusieurs étapes, le raisonnement en temps réel et la génération de code à grande échelle sont des tâches intensives en CPU et nos instances Graviton 5 conçues spécifiquement offrent jusqu'à 33% de latence réduite entre le cœur, ce qui est énorme pour ce type de charge de travail. Meta est un client AWS de longue date et l'un de nos plus gros utilisateurs de Bedrock, impatient de voir ce qu'ils construiront avec Graviton 5. Donc, c'est une bonne nouvelle pour Amazon. Maintenant, la grande question, là, ça va être une question ouverte. Je vous invite à réfléchir, à me dire ce que vous en pensez en commentaire, donc avec des commentaires, bien évidemment, où vous connectez quelques neurones. Je sais que quand on parle d'AMD, d'NVIDIA, pour beaucoup, c'est difficile de connecter les neurones parce que vous adorez ces boîtes. Mais maintenant, qu'est-ce que vous pensez que ça va, quel impact vous pensez que ça va avoir sur NVIDIA, sur AMD? La raison pour laquelle je pose cette question, c'est que quand il y a eu un développement majeur où des grosses entreprises ont arrêté d'utiliser des puces de certains semi-conducteurs pour passer sur leurs propres puces, ça s'est mal passé sur les 5-6 années qui ont suivi. Donc, est-ce que vous pensez que ça va réduire la croissance d'NVIDIA ou d'AMD? Parce qu'aujourd'hui, ces deux boîtes sont pricées pour des niveaux de croissance supérieurs à 20-30% par an. Okay, le prix qu'on paye aujourd'hui pour du AMD ou du NVIDIA, c'est parce qu'on estime qu'il y aura plus de 20% de croissance des bénéfices, des chiffres, etc.
Donc est-ce que vous pensez que ces boîtes-là vont pouvoir continuer de grossir à plus de 20% par an, ou alors est-ce que ça va devenir un peu plus compliqué, ou ça commence à avoir de la concurrence qui risque de freiner la croissance? Pour rappel, on a Amazon qui sort leurs puces, qui vont grossir très vite avec leurs puces et qui ont d'excellents résultats dessus. On a Google et on a Microsoft aussi qui s'y met. Donc, généralement, ces trois-là s'y mettent pour économiser du CAPEX, pour éviter d'acheter trop chez Nvidia, AMD, etc. Mais ils commencent à vendre à d'autres personnes, donc à voir si ça fait perdre du business à Nvidia et tout ça. Pour le moment, Amazon semble être très cordial avec Nvidia et AMD, mais on va voir où ça ira. Je suis curieux de lire vos retours là-dessus dans l'espace commentaire et, si possible, essayer de développer et d'argumenter autre que dire oh, tu comprends rien de AMD, Nvidia, réfléchis un peu. Donc, essayez de développer un petit peu. Ça m'intéresse pour lire tout ça. Ça m'intéresse réellement de voir un petit peu comment vous analysez la situation, comment vous voyez la chose, que ce soit positif pour AMD et Nvidia ou que ce soit négatif. Peu importe dans quel camp vous vous situez, je m'en fous un peu du camp dans vous vous situez. Je veux juste un petit peu voir comment est votre pensée là-dessus et quelles sont les recherches que vous avez pu faire, parce que ça m'intéresse. Souvent, ça me donne des pistes pour de nouvelles recherches. Donc, si j'ai des choses à apprendre, autant les prendre. On va prendre maintenant Tesla et on va finir là-dessus. Donc, on a un passage intéressant. Les marges brutes hors auto, amélioration séquentielle à 19,2% contre 17,9%. Cependant, comme toujours, ça inclut un bénéfice exceptionnel de 130 millions de dollars lié à des ajustements de provisions pour garantie. Les marges normalisées sont inférieures. Donc, vous pensez que c'était pas mal, mais pas tant que ça. Par contre, les marges brutes énergie atteignent un record, 39,5%, mais fortement biaisé par un bénéfice exceptionnel de 250 millions de dollars, encore une fois, lié à la reconnaissance de tarifs douaniers du trimestre précédent. La direction a explicitement averti d'une future compression des marges dans ce segment. Le free cash flow 1,4 milliard pour ce trimestre, un chiffre solide, mais qui sera mis à rude épreuve dans les trimestres à venir, vu l'explosion des CAPEX. Demande et carnet de commandes. Le carnet de commandes au T1 est au plus haut depuis plus de 2 ans, tiré par une résurgence de EMA et APAC, indépendamment des récentes hausses des prix de l'essence. Résultat net, impacté négativement par une dépréciation séquentielle de 22% sur ses avoirs en Bitcoin et des effets de change favorables. Des effets de change défavorables. Les guidance, CAPEX prévu à plus de 25 milliards de dollars pour 2026, une accélération massive pour financer l'infrastructure IA, Optimus, Cybercab, Semi et la nouvelle Terafab de recherche au Texas. La production initiale de Cybercab, du Semi et d'Optimus commencera cette année mais suivra une courbe en S étirée, montée en cadence initiale très lente, comme d'habitude bien évidemment. Ceux qui investissent dans Tesla, souvenez-vous que les Cybercab, ça fait quand même un paquet d'années que c'était censé arriver, que ça a mis du temps à arriver, c'est même arrivé après les Waymo, après Google, etc. Donc là, je m'attends à ce que, honnêtement, ce soit délayé, que ça prenne plus de temps que prévu. Donc c'est un peu ce qu'ils sont en train d'annoncer, quoi. FSD non supervisé devrait attendre les voitures des clients équipées du HW4 d'ici le T4 2026 avec un déploiement géographique progressif, donc blablabla. Malheureusement, le hardware 3 n'a tout simplement pas la capacité d'atteindre le FSD non supervisé. Il n'a qu'un huitième de la bande passante de mémoire du hardware 4. Sur les CAPEX et Terafab, nous allons augmenter substantiellement nos investissements. Tesla construira l'usine de recherche sur notre campus Giga Texas. C'est une initiative que nous estimons à environ 3 milliards de dollars. Le Vaibhav Taneja, bien que cela puisse paraître énorme et aura un effet sur de flux de trésorerie disponible négatif pour le reste de l'année, nous pensons que c'est la bonne stratégie pour positionner l'entreprise pour la prochaine ère. Et Elon Musk sur Optimus, je pense qu'Optimus sera notre plus grand produit, pas seulement le plus grand produit de Tesla, mais probablement le plus grand produit de tous les temps du Elon Musk, qui nous fait du Elon Musk. Si certains, c'est ce qui les fait kiffer et ça vous plaît, tant mieux. Moi, c'est de l'accumulation de red flags sur les managements, ce qui se passe là-dessus. Donc la thèse de cohérence du management, bien évidemment, c'est de l'échec. Pendant des années, Musk a promis que toutes les voitures produites depuis 2019 possédaient le matériel nécessaire pour l'autonomie complète. Donc ça veut dire que là, depuis 2009, il y a des gens qui ont acheté des voitures parce qu'il leur a promis que ça allait être suffisant pour avoir de l'autonomie complète. Et donc ils se sont dit, on les achète en avance, comme ça on sera bon. Non, c'est pas possible. Donc là, c'est limite illégal, c'est limite de la fausse publicité qui a potentiellement été faite par Elon Musk. Et donc je ne comprends pas pourquoi ça n'affole pas plus de personnes et pourquoi les gens sont toujours autant fans du bordel. Bref,
L'aveu que le HW3 manque de bande passante mémoire pour le FSD non supervisé est un revirement majeur. La solution proposée, installer le HW4 via des micro-usines urbaines, semble un cauchemar logistique et dilutif pour les marges. Donc ouais, leur solution, parce qu'ils ont menti à tout le monde, ben c'est un truc qui va détruire le business, mais qui va compresser les marges, qui va leur coûter de l'argent. Donc au bout d'un moment, c'est bien joli de faire des belles promesses, mais il faut arrêter de déconner un petit peu. Okay, le discours est passé de croissance des volumes de véhicules électriques à l'abondance incroyable et infrastructure IA, l'arrêt des modèles S, X annoncés au TK 2025 pour faire place à Optimus, Concretis, Pimo. Donc là, pourquoi pas. Les signaux d'alerte, la qualité des marges, les marges auto-énergie ont été officiellement gonflées par près de 500 millions de dollars de bénéfices non récurrents combinés. Gouverneur d'entreprise, le partenariat TerraFab avec SpaceX nécessite une sphère accrue. Partager une usine de semi-conducteurs de plusieurs milliards de dollars entre deux entreprises dirigées par Musk introduit de graves risques de conflit d'intérêts concernant l'allocation de capital et la propriété intellectuelle. La transparence de Musk concernant l'échec du HV3 et la réalité de la lente courbe en S de nouvelles productions Optimus est appréciable d'un point de vue value, montrant une maturité dans la définition des attentes de production à court terme par rapport au lancement de produits passés. Donc c'est vrai que c'est une bonne nouvelle. Il admet visiblement ses erreurs et il semble être un peu plus modeste dans les timings de production, dans les annonces de quand les choses seront possibles de faire. Je pense qu'il a l'air d'avoir... je pense qu'il a dû bien se faire démonter par le conseil d'administration. Je pense qu'ils ont dû prendre conscience de ça. Je ne pense pas être le seul à avoir ça qui me sort des yeux de la tête. Okay, je pense qu'il y a d'autres personnes qui ont ça également. Et visiblement, ils commencent à le prendre en compte. Maintenant, est-ce que ça justifie de payer ça 400 fois les bénéfices? Je ne sais pas. Après, vous faites ce que vous voulez de votre argent. C'est votre argent après tout. Ça ne me concerne pas. Ce que vous en faites avec. Donc, les métriques à vérifier. Le taux de consommation du free cash flow au T2 et T3. Les marges brutes auto hors crédit réglementaire et ajustement exceptionnel. La véritable marge sous-jacente, c'est probablement pour une chose de 16-17%. Engagement à vérifier, c'est le début de la production d'Optimus à Fremont d'ici juillet-août 2026. Approbation du FSD en Chine d'ici le T3 2026. Tendance à confirmer la stabilisation de l'activité de stockage d'énergie qui a connu une baisse séquentielle de 38% des déploiements au T1 et la montée en puissance du Megapack 3. Question pour le prochain call, quel est le coût estimé par véhicule de la mise à niveau HW3 vers HW4? C'est exactement les CAPEX et la propriété intellectuelle de TerraFab sont-ils répartis entre Tesla et SpaceX pour protéger les actionnaires publics? Okay, c'est ce qu'on voudra savoir dans les prochains earnings calls. Et le seuil d'alerte, c'est les marges auto tombant sous les 15%, free cash flow de vente négatif de plus de 2 milliards de dollars sur un seul trimestre et retard des approbations réglementaires du FSD dans l'UE et la Chine. Donc, globalement, il faut faire attention à tout ça. Sur Tesla, personnellement, vous connaissez mon avis sur Tesla, déjà de base sur les boîtes qui font de l'automobile, ça ne m'intéresse pas vraiment. C'est des marges qui sont faibles, c'est des CAPEX qui sont élevés. Ok, on a quand même des CAPEX très élevés, surtout des CAPEX qui ne peuvent pas être bas. Okay, ce n'est pas comme les boîtes tech qui investissent beaucoup pendant quelques années pour gagner un avantage compétitif et après, ils n'ont plus besoin de dépenser. Là, dans des boîtes comme ça a besoin de dépenser en CAPEX et ça a besoin de constamment dépenser en CAPEX. Ce n'est pas quelque chose de périodique qui dure une seule fois et après, c'est réglé. Non, c'est toujours comme ça. C'est typiquement des boîtes, c'est normal. On a un price sur free cash flow de 200. Il risque d'être négatif là, donc prends le price sur operating cash flow de 85. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Okay, c'est ridiculement énorme. C'est pas juste énorme, c'est ridiculement énorme. Donc à partir de ce moment-là, ça voudrait dire qu'il faudrait du 50% de croissance par an minimum pour justifier ce tarif pour les 5 prochaines années, ce qui me semble compliqué à atteindre. Okay, ça me donne très peu de marge de sécurité. On va aller valoriser ça avec l'operating cash flow pour voir ce que ça donne. Donc, alors, on prend le cash flow opérationnel, 16,5 milliards. Ok, donc on va prendre ici 16,5 milliards. Il nous faudrait un price sur operating cash flow ici. Si on a un price sur operating cash flow de 30, il nous faudrait 40% de croissance. Et je n'irai pas au-delà de 30 de price sur operating cash flow. Je n'irai pas au-delà de 30. 40% de croissance. Jusqu'à présent, comment ont évolué les cash flows opérationnels? Les cash flows opérationnels, ont un taux de croissance sur 10 ans de 98%, sur 20 ans de 36%, sur 5 ans de 0,05%. Ils sont flat sur 5 ans. Donc, est-ce qu'ils vont être capables d'améliorer ça? Je ne sais rien. Ok? Globalement, c'est flat. Là, il faut passer de flat à être capable de grossir de 40% par an. Est-ce qu'ils vont en être capables? J'en sais rien. Des gens sont convaincus que oui. Moi, je ne suis pas convaincu. Je trouve que ça laisse trop peu de marge de sécurité. Encore une fois,
Les stratégies qui surperforment en bourse, globalement, il y a 3 grands piliers. Pilier numéro 1, c'est des entreprises de qualité comptable supérieure à la moyenne, donc meilleur ROIC, meilleure marge, meilleure croissance, etc. Tesla, meilleure croissance, c'est possible, même si visiblement ils ne savent pas la gérer, ils ne sont pas capables, mais visiblement plus ou moins capables. La dette, moins de dette que le marché, globalement c'est bon. Les marges, meilleure marge que le marché, là, c'est ridiculement bas. Enfin, c'est pas ridiculement bas, c'est des bonnes marges pour de l'automobile, mais c'est très bas comme marge. Rentabilité supérieure à 15%, là ça y est pas. Donc en fait, c'est pas que c'est impossible de surperformer les indices avec Tesla. C'est juste que le premier critère ne nous laisse pas assez de marge de sécurité. Second critère, c'est management qui est cohérent, qui tient ses promesses et ses engagements. C'est pas le cas. Donc là aussi, un peu plus compliqué. Troisième critère, c'est des marges de sécurité et une bonne valorisation. C'est encore une fois pas le cas, ça ne nous laisse pas de marge de sécurité. Donc dans tout ce monde-là, à part si vous êtes peut-être un trader et que vous faites du court terme, que vous visez un mouvement sur 6 mois, peut-être que Tesla, il y a une opportunité là-dessus, je ne sais pas, c'est pas ce que je fais. Moi, quand j'achète une boîte, c'est pour la garder 10 ans parce que je vais bien dormir pendant les 10 prochaines années. Aujourd'hui, avec Tesla, j'avoue que j'ai aucune idée d'où ça peut être dans 10 ans. Ça peut être un truc incroyable dans 10 ans, tout comme ça peut être la même merde qu'aujourd'hui dans 10 ans. J'en ai absolument aucune idée, donc je préfère passer ma route et aller voir d'autres choses. Maintenant, si certains d'entre vous sont des fans de Tesla, on gagne beaucoup d'argent avec Tesla, félicitations, je suis content pour vous. J'espère tout le moins gérer correctement ça et ne vous faites pas avoir à long terme. Maintenant, bien évidemment, c'est possible que l'entreprise reste à vie à 300 fois les bénéfices et que à vie ça reste comme ça et que ça continue d'exploser comme ça. C'est possible. J'en sais rien. En tout cas, moi, ce n'est pas mon style d'investissement, donc je préfère m'en tenir écarté. D'ailleurs, vous voulez en savoir plus sur mon style d'investissement, vous avez le premier lien dans la bio dans lequel je dévoile toute ma stratégie qui me permet de surperformer les indices avec, comme je l'ai dit, des actions de qualité supérieure, avec un alignement du management supérieur et une valorisation supérieure. Donc, si vous voulez découvrir mes transactions ou alors tout simplement vous former à ma méthodologie, vous avez le lien dans la description. Vous pouvez réserver directement un appel avec moi. On parle du projet que vous avez et voir si ça peut correspondre à votre portefeuille et à vos objectifs. On va pouvoir faire aussi un audit de votre portefeuille pour voir ce qui peut être amélioré. L'audit est complètement gratuit et puis à la fin de l'appel, soit on décide de travailler ensemble et dans ce cas, je vous proposerai les différents services que je peux vous proposer, soit vous repartez avec un plan d'action concret pour améliorer votre performance et vos portefeuilles. Donc, vous avez le lien dans la description pour qu'on s'ait au téléphone. Si vous avez aimé la vidéo, pensez à mettre un pouce bleu. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Je suis très curieux de voir un petit peu vos analyses sur Nvidia, AMD. Je suis vraiment très curieux de les lire. Donc, mettez-les en commentaire. Idem pour Tesla, pour ServiceNow, pour MSCI, pour FICO aussi, pour Amazon et Meta. Mettez-moi tout ça en commentaire. Et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Ciao, ciao!